Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alchimie littéraire. Je suis Angie, votre hôte, et aujourd'hui je vais vous parler de Witch and Monsters, écrit par Kelly Darkwood et publié aux éditions Alter Real. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais pour ma part, j'ai la version collector, donc la version reliée avec la couverture en dur, et on retrouve dedans les 2 tomes, en plus d'avoir un livre qui est vraiment du plus bel effet dans ma bibliothèque. Avant de commencer cette chronique, je me permets un petit traumavertissement, même si c'est quelque chose que je vais pas forcément trop évoquer. En tout cas, ces 2 tomes, puisqu'il s'agit d'une dilogie, ces 2 tomes évoquent de la violence diverse, des relations sexuelles, consenties et non consenties. Même si nous ne sommes pas dans le registre d'une dark romance, ça me paraît quand même important que vous soyez avertis. Witch and Monsters est une urban fantasy contemporaine dans laquelle on retrouve Kaela, une libraire vivant à Chicago, qui travaille le jour et la nuit retrouve son meilleur ami et premier amour Tom, avec qui elle passe ses soirées. Même s'il n'y a aucune ambiguïté dans la relation entre Tom et Kaela, ils ne sont plus ensemble amoureusement parlant, c'est vraiment son ancre, son seul repère dans ce monde un peu compliqué, puisque notre héroïne n'a pas une vie aussi facile qu'on pourrait le croire. En effet, Kaela a un secret, c'est une sorcière. Ou plutôt, une ancienne sorcière, puisqu'elle a été bannie de son coven, enfin de sa communauté, pour vivre une vie parmi les humains. C'est considéré comme très dégradant, mais pour elle, c'est vraiment tout ce qu'elle voulait. Ses semblables vivent de manière un peu particulière. Kaela appartenait au coven des Eulys. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Ça se prononce peut-être Eulys ou autre chose, moi j'ai décidé de le prononcer Eulys. Qui en fait sont des sorcières qui tirent leur pouvoir des relations sexuelles qu'elles peuvent avoir. Vous pouvez rien qu'ici déjà imaginer toutes les dérives autour de cette communauté. C'est quelque chose qui n'est pas forcément trop exploité, on en parle parce que ça a un impact sur Kaela et son passé du coup détermine aussi sa façon d'être aujourd'hui. Mais ça mériterait peut-être d'aller plus loin, même si c'est pas du tout le point vraiment important dans ce roman, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va évoquer, mais qu'on va jamais approfondir. C'est pas vraiment le but de ce récit en tout cas. Notre chère Kaela se satisfait très bien de sa nouvelle vie parmi les humains, et elle n'utilise plus du tout la magie d'ailleurs. Ses relations sexuelles se font sans qu'elle cherche à attirer un pouvoir particulier de cette action-là. Elle a renoncé en effet à cette partie d'elle et ne l'a pas vraiment fait à regret au final. Ça, c'est jusqu'à ce que le monde surnaturel la rattrape. Puisqu'un jour, en sortant, alors je me souviens plus si c'est en sortant ou en allant à la librairie, mais en tout cas, elle percute un torse beaucoup trop musclé pour appartenir à un humain et elle a une vision. Théoriquement, c'est impossible puisqu'elle n'a plus d'énergie magique en elle, mais ça arrive et elle voit cet homme se faire attaquer dans une ruelle sombre, perturbée. Elle le laisse filer sans savoir quoi faire. De toute façon, en fait, lui a été bousculé et il s'en va. Notre jeune héroïne se décide alors à appeler sa cousine, Cordelia, avec qui elle n'a plus vraiment de relation depuis très longtemps, puisque Cordelia aussi s'est éloignée de leur communauté de sorcières, mais elle n'a pas été bannie, à la différence de Kaela, et surtout elle continue de pratiquer la magie. Comme ça rentrait un peu en contradiction avec le mode de vie de Kaela qui ne voulait plus rien avoir à faire avec ce monde, elle a décidé de ne plus la contacter jusqu'à aujourd'hui. Sa cousine se fait donc un plaisir de venir la retrouver pour l'aider et ensemble, elles décident que Kaela doit aller sauver les miches de cet homme qui n'est personne d'autre que Fenrir, l'alpha de la meute de loups de Chicago. Autant vous dire que la niveau surnaturel, elle se place là, la petite Kaela.
Vraiment, pour quelqu'un qui ne voulait plus rien avoir à faire avec ce monde, autant dire qu'elle est plutôt mal barrée. Alors que Fenrir se fait attaquer par, en fait, ce qui s'avère être des démons, Kaela comprend que elle n'a plus le choix. Les démons fomentent un plan pour envahir la Terre. Et en tant que sorcière, cette jeune femme se doit de protéger les humains. C'est son rôle, elle est du côté de la lumière. En pratique, même ses sœurs, le Coven et Ulysse, vous voyez, je le prononce jamais de la même manière, se sont alliés au diable. Plutôt compliqué. Et je m'arrête là pour l'intrigue. Contrairement à Dark and Dangerous Love où je vous ai complètement divulgaché l'histoire, ici c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire étant donné que j'ai apprécié le roman et que je vous encourage à le lire pour découvrir par vous-même cette histoire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai vraiment apprécié cette dilogie sexy et vraiment pleine de rebondissements. L'histoire tient vraiment bien la route, elle est cohérente et bien ficelée. Les personnages sont très marqués et bien définis, on ne se perd pas dans qui est qui, enfin pas au niveau du caractère, puisque je reviendrai plus tard sur quelque chose. J'ai apprécié Kaela, sa force de caractère, qu'elle voit pas forcément, ses réflexions pertinentes, ses réactions qui sont au final très humaines, et ses interactions évidemment avec Fenrir qui sont très bien écrites. On sent en fait son tiraillement entre son attirance pour le mâle alpha et son envie aussi de fuir le plus loin possible. Là-dessus, on a vraiment cette dualité au sein même du cœur de Kaela, qui veut aider à protéger la Terre et en même temps qui se dit bien que autant être lâche et les laisser se débrouiller tout seul. Après tout, elle n'a plus du tout envie d'avoir quelque chose à faire avec ce monde qu'il l'a jamais vraiment aimé ou mis à l'aise. Et là-dessus, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez bien écrit. On n'est pas perdu dans ses réflexions, on les comprend, le cheminement se fait très naturellement. J'avoue que j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour Cordelia, la cousine, avec son langage chartier, son franc-parler, son ironie décapante. Elle prend la place nécessaire dans ce bouquin. Quand elle est dans une scène, on le sait, elle est là, elle se fait remarquer. Et ça fait vraiment le caractère, le charme du personnage. Et surtout, ça nous montre qu'elle a en fait un côté très différent de Kaela, qu'elle prend ce qui lui revient parce que elle est là et elle voit pas pourquoi elle s'embêterait à être timide. C'est un personnage qui est aussi très loyal, très protecteur, qui sera toujours là pour sa cousine, même si elle lui a pas parlé depuis des années, même si elle s'est éloignée d'elle, qu'elle a coupé les ponts. Dès que Kaela l'appelle, Cordelia, elle rapplique aussi vite. C'est un personnage vraiment à part entière et on le ressent dans la lecture. En fait, chaque personnage est vraiment différent, vraiment défini. Ils ont chacun leur personnalité, leur caractère. On peut s'identifier à eux, on peut s'y attacher et ça rend notre implication dans l'histoire vraiment importante. On a envie de savoir ce qui va leur arriver et en même temps, on redoute aussi ce qui peut se passer. Pour les adeptes des fins ouvertes, cette dilogie pourrait presque donner lieu à une suite. Et je ne dirais pas non, personnellement, même si j'y mets un petit bémol. Il faudrait que la suite soit aussi dans une édition collector comme celle-ci, parce qu'il est hors de question que j'ai une saga qui n'est pas la même version dans ma bibliothèque, ça ferait tâche. Concernant le style de l'autrice, il est très agréable à lire. Les 2 tomes se déroulent d'un point de vue interne, écrit à la première personne. Le rythme est vraiment bon. On alterne entre des scènes d'action et des scènes d'introspection et de réflexion. Il y a des cliffhangers à la fin de certains chapitres qui nous donnent juste envie de tourner la page. Mais en bonne autrice sadique, notre chère Kali décide en fait de nous faire patienter. C'est le moment où elle change de point de vue, où elle passe sur un autre personnage. Et on se retrouve là à devoir attendre un peu avant d'avoir la suite de l'action qui nous a maintenus en haleine. On est vraiment sur un rythme qui est bien mené, qui est bien dosé. On a envie de tourner la page pour savoir ce qui se passe après. C'est hyper intéressant. Ces différents points de vue nous offrent aussi différents points de vue sur une scène, sur une action. Ça nous permet aussi de réfléchir d'un autre angle. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression vraiment d'avoir l'action du point de vue du même personnage.
C'est le cas parfois dans certaines lectures où les personnages ne sont pas aussi bien définis, où on a l'action qui se passe de deux points de vue différents, mais on n'a pas cette impression-là. Alors que là, on a la sensation vraiment de changer d'angle de vue et d'avoir une autre vision de ce qui se passe. C'est vraiment bien fait. On est donc en fait ici sur Witch and Monster, sur un page turner. C'est facile à lire, il y a un vocabulaire qui est quand même assez riche, les scènes d'action sont bien menées, il y a des scènes d'introspection qui nous permettent de nous attacher aux personnages et de vraiment comprendre pourquoi ils font ça et où ils vont. Mais, puisque rien n'est parfait dans la vie, j'apporterai quand même 2 points qui m'ont un peu gênée dans ma lecture. J'avoue que j'ai un chouïa été déçue par la fin que je trouve un peu attendue. En tout cas pour ce qui est de l'épilogue, j'ai pas été plus surprise que ça pour l'épilogue, à part vraiment sur la toute fin, sur le côté fin ouverte. Je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de chapitres, avant l'épilogue. Voilà. Pour moi ça méritait peut-être quelque chose d'autre, d'aller peut-être un petit peu plus loin avant de tout de suite passer au dernier chapitre, à la fin, à l'épilogue. J'ai dit beaucoup trop de fois épilogue dans ce simple paragraphe. Le deuxième point, quand je vous disais qu'on ne se perdait pas dans les personnages au niveau de leur caractère, il y a un truc qui m'a un peu perturbée, c'est au niveau des prénoms. Je crois qu'il y a 2 personnages féminins qui sont nommés et importantes, qui ont une scène vraiment assez importante, et dont le prénom ne commence pas par C. Sinon, les autres personnages féminins qu'on va voir, le prénom commence par C, et j'avoue que quand on lit et qu'on est un peu fatigué, il y a 1 ou 2 fois où on regarde le truc et où on relit juste pour être sûr d'avoir lu le bon prénom et de l'associer au bon personnage. Je vous dirais bien que tant qu'il n'y a que ça qui va pas, on est quand même sur un roman plutôt agréable à lire. Voilà, c'est qu'il n'y a vraiment pas de gros problèmes et surtout ça n'enlève absolument rien à la qualité du roman et ça ne remet pas du tout en cause le fait que j'ai apprécié le récit. Que ce soit la fin un peu attendue ou ce truc-là, j'ai apprécié ma lecture et j'ai passé un très bon moment à lire les 2 tomes. Witch and Monsters est une dilogie que je vous recommande pour 2 raisons. Déjà, le collector est magnifique. Voilà, il brille de 1000 feux. Le jaspage rend très très bien dans la bibliothèque. On a les illustrations en intérieur. Je vous en montre qu'une pour que vous ayez le plaisir de découvrir les autres si jamais vous achetez cette version-là. Et puis surtout, le plus important je pense, l'histoire est bien. Alors pourquoi ne pas craquer tout simplement. Et puis moi je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à vous glisser dans les commentaires pour me recommander de nouvelles lectures ou me dire ce que vous avez pensé de Witch and Monsters si vous l'avez lu. Vous pouvez également me mettre un petit pouce en l'air si ça vous gêne de laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de rythme ici, on lit comme on veut, on prend le temps de sa lecture. Et surtout, je prends le temps de me sentir bien avant de tourner une vidéo. Donc, je peux autant vous spammer avec une vidéo par semaine que attendre 1 ou 2 mois avant que la prochaine sorte. Mais en tout cas, vous pouvez vous abonner, ça ne coûte rien. Et une fois de temps en temps, vous me verrez apparaître dans vos notifications. Quant à moi, je vous salue bien bas et je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout.